عسلامة الحضور الكل. Donc on va commencer. باش نبدا مع سي فؤاد بلازر qui va nous présenter les nouveautés thérapeutiques en ce qui concerne le Covid et le post-Covid. تفضل سي فؤاد. Donc, j'ai l'immense plaisir de participer aux journées de cardiologie pratique par une présentation intitulée Covid-19, nouveautés thérapeutiques. Pardon. Donc, comme vous le savez bien, la Covid-19 est une infection émergente qui date d'à peine 2 ans, mais pourtant, malgré ça, la prise en charge thérapeutique a beaucoup évolué grâce aux nombreuses études qui ont été faites devant cette pandémie. Il faut savoir d'emblée que les manifestations cliniques sont liées les premiers jours, c'est-à-dire les 7-10 premiers jours environ, à la réplication virale, et au-delà, ils sont dus essentiellement à la réaction inflammatoire au niveau du poumon, parfois réaction inflammatoire systémique et à une surinfection bactérienne possible. Et ceci va avoir des conséquences sur la prise en charge thérapeutique. Vous voyez, COVID-19 sur PubMed, 170 000 publications, SARS-CoV-2, 105 000, c'est dire le nombre important d'études et de publications sur cette infection émergente, sur cette pandémie. Vu que le temps était relativement limité, je ne vais pas parler d'essais cliniques, mais j'ai choisi de vous parler des recommandations des NIH, National Institutes of Health, qui date de 23 août 2021, donc qui date de moins de 10 jours. فما ديكالاج كيف ننزل مش تو سويت تطلع بدلوا لي انتم ميساج كان سي بلو سامبل من الغادي خاطر لنا فما مشكل. دونك قبل بربي قبل زيد. Voilà. Donc, comme vous voyez, NIH, c'est beaucoup de sociétés savantes américaines, des collèges américains de maladies respiratoires, de médecine d'urgence, de maladies infectieuses, de réanimation, des pharmaciens, le prestigieux Centers for Disease Control and Prevention, le FDA. Donc, c'est des recommandations assez solides. On va voir donc rapidement deux parties. La classification de la COVID-19 selon la gravité, parce que c'est en fonction de cette gravité que le traitement sera prescrit, et donc les principales classes thérapeutiques. La pierre angulaire du traitement de la COVID-19, c'est la corticothérapie. Les antibiotiques doivent être discutés de façon réfléchie, ainsi que le traitement anticoagulant et d'autres traitements moins fréquemment prescrits. En Tunisie, celui qui est disponible et qu'on utilise parfois dans les formes graves, c'est l'anti-interleukine 6, le tocilizumab. Donc, ça, c'est la classification en fonction de la gravité. D'emblée, vous allez constater qu'elle n'est pas pratique pour la prise en charge des malades. Donc, légère, modérée, sévère, critique. Plutôt, c'est la classification de la diapo suivante qui est pratique et dont le traitement dépend. En pratique, il y a 4 groupes de malades. Ceux qui ne nécessitent pas d'oxygénothérapie, ceux qui sont sous oxygénothérapie à faible débit, c'est-à-dire ne dépassant pas les 15 litres. Les 15 litres, ce n'est pas du tout faible, mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas sous high flow ou VNI. Les patients sous high flow ou VNI et les patients sous ventilation mécanique invasive ou sous oxygénation par membrane extracorporelle. Donc, on va voir les recommandations thérapeutiques en fonction des besoins en oxygène. Il faut savoir quels sont les patients à haut risque de progression vers le forme grave. Pourquoi? Parce qu'on va voir après, chez les patients qui ne sont pas sous oxygène, il y a une indication, un traitement par des anticorps monoclonaux chez ce type de patients.
Quels sont les patients à haut risque de progression vers une forme grave? C'est les personnes âgées, les patients ayant une obésité, un diabète, tabagisme, maladie respiratoire cardiaque ou rénale chronique, une néoplasie évolutive, une transplantation d'organes qui sont sous traitement immunosuppresseur, les drépanocytaires et les femmes enceintes. Donc, on commence par le premier groupe de patients. Comme on vient de voir, il y a 4 groupes de patients en fonction des besoins en oxygène. Le premier groupe, c'est le groupe le plus fréquent, c'est les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. En l'absence de risque de progression vers une forme grave, c'est-à-dire les patients qui ne font pas partie du groupe à haut risque, le traitement est purement symptomatique. Repos, hydratation suffisante, paracétamol en cas de douleur de céphalée, par exemple, d'arthralgie, myalgie ou de fièvre, et antitussif en cas de toux sèche gênante. Le traitement est purement symptomatique. En cas de haut risque de progression vers une forme grave, c'est-à-dire personnes âgées ou avec comorbidité ou femmes enceintes. Traitement symptomatique, mais aussi les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 dont on ne dispose malheureusement pas en Tunisie, et ces anticorps ont de la place lors des 10 premiers jours. Comme on vient de voir, ça correspond à la phase de réplication virale. Il y a 2 molécules, soit l'association casirivimab-imdevimab ou le sotrovimab. Je pense que le message le plus important que j'ai à passer lors de cette présentation est celui-ci. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, il n'est plus acceptable de prescrire une corticothérapie, ni un traitement anticoagulant préventif en dehors d'autres indications, ni l'azithromycine pour les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. Vraiment, ça devient inacceptable. Au début de la maladie, on ne comprenait pas bien. Il y avait l'étude de Raoult qui était sur un très faible nombre de patients. C'était le début, ça pouvait être expliqué. Mais là, au jour d'aujourd'hui, la recommandation du NIH, vous avez vu qu'est-ce que ça veut dire les NIH, c'est des CDC, plus de 15 sociétés savantes, et donc, ils recommend against the prescription of. Ça a données insuffisantes, insufficient data. Et c'est clair. Donc, les malades qui ne sont pas sous oxygène, pas de corticoïdes, pas de traitement anticoagulant préventif, en dehors d'autres indications, et pas d'azithromycine. Arrêtons de prescrire, de faire ces prescriptions. La chloroquine, l'hydroxychloroquine, bien sûr, on n'en parle plus. Les vitamines C, D et zinc, les données sont insuffisantes. Et dans le rapport, dans les recommandations de l'INEA Santé qui viennent donc d'être publiées, pour le zinc, il vaut mieux ne pas le prescrire. Pour la vitamine D, si par hasard on tombe sur une carence, on demande le bilan, donc le dosage de la vitamine D. Il faut supplémenter. Pour la vitamine C, c'est plus ou moins, on peut prescrire ou non. Donc, pour résumer, forme sans oxygène égale traitement symptomatique, point barre. Deuxième groupe de patients, les patients qui sont sous oxygène, mais à un débit inférieur au high flow VNI, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, 15 litres par minute. Là, c'est clair, le traitement qui a révolutionné la prise en charge de la COVID-19, c'est la corticothérapie. Dexaméthasone, 6 mg par jour IV, sinon l'équivalent prednisone, soit 40 mg de prednisone ou donc de prednisolone ou 32 mg de méthylprednisolone, 160 mg d'hydrocortisone. En pratique, on va donner 150 ou 200, puisque c'est des ampoules de 50. Sinon, méthylprednisolone, donc 16, 2 comprimés, ou prednisolone 20, 2 comprimés par jour. Sinon, le grade de recommandation B1, il est meilleur pour la dexaméthasone IV. Le remdesivir, qui est un antiviral, peut être prescrit en cas de besoin faible en oxygène, mais regardez, c'est B2, la force de recommandation, et ce médicament qui a été approuvé par la FDA n'est pas disponible en Tunisie. Sinon, en cas de besoin élevé, dexaméthasone plus remdesivir. Pour faire simple, oxygène inférieur à high flow VNI égale dexaméthasone. En cas d'augmentation rapide des besoins en oxygène et augmentation des marqueurs d'inflammation, c'est-à-dire hyperleucocytose, CRP, PCT, et donc fibrinémie, ferritinémie, on peut, bien sûr, il n'y a pas de seuil, ça revient au raisonnement du médecin traitant, on peut ajouter le tocilizumab, un anti-interleukine 6, qui est disponible en Tunisie,
ou le baricitinib, antityrosine kinase. En Tunisie, donc, nous avons le tocilizumab. Donc, forme de gravité modérée, on va dire, de corticothérapie, c'est aggravation rapide, association de tocilizumab. Pour l'antibiothérapie, les données sont insuffisantes selon les recommandations. Il faut avoir des arguments cliniques, par exemple, persistance de la fièvre au-delà du 10e jour, mais ça peut être en rapport avec le virus. Biologique, CRP, PCT, leucocytose APNA, il n'y a pas de seuil. Imagerie, condensation alvéolaire, bien sûr, il n'y a pas de recette toute prête. Il faut réunir un faisceau d'arguments pour prescrire ou non une antibiothérapie. Si une antibiothérapie est prescrite, il faut la réévaluer tous les jours. Parfois, même nous, dans le service de maladies infectieuses, devant des formes graves, on prescrit, on va dire peut-être un peu en excès, mais on réévalue notre conduite tous les jours. Donc, pas d'oxygène, traitement symptomatique. Oxygène inférieur à FLO-VNI, corticothérapie, en cas d'aggravation rapide, tocilizumab, antibiothérapie réfléchie. Traitement anticoagulant, bien sûr, réfléchi aussi. On va voir une diapo sur ça. FLO-VNI, c'est des malades qui sont graves. Dexaméthasone, 6 mg par jour IV, et là c'est A1, c'est une très forte recommandation, avec un niveau de preuve élevé. Le remdesivir, on n'en dispose pas en Tunisie, ce n'est pas du tout un problème parce que l'association à la dexaméthasone, c'est le grade B3. Pareil, ça se rejoint en fait, augmentation rapide des besoins en oxygène et des marqueurs d'inflammation associés tocilizumab. Antibiothérapie, idem, elle doit être toujours réfléchie. Nous avons vu des malades venir de la réanimation qui étaient même intubés et nos amis réanimateurs n'ont pas prescrit d'antibiotiques. Ce n'est pas pour autant que le pronostic n'était pas bon. Si vous avez un malade qui a une atteinte interstitielle pure, qui a 5000 de blanc, une CRP à 20, une PCT à 0,2, je ne vois pas pourquoi on prescrit une antibiothérapie chez lui. Donc, quatrième groupe de patients, en fonction des besoins en oxygène, ventilation mécanique invasive ou ECMO, oxygénation par membrane extracorporelle. Et là, c'est dexaméthasone plus tocilizumab. Le tocilizumab trouve son intérêt surtout en cas d'aggravation rapide. Il doit être rapidement prescrit en association avec la dexaméthasone. Malheureusement, il y a la limite du coût. Mais si on peut le prescrire, il faut donner une chance aux patients. Pour l'antibiothérapie, pareil. C'est vrai que quand les malades sont graves, tous, même nous, infectiologues, on a plus tendance à prescrire plus d'antibiotiques, parfois un peu par excès, mais il faut d'une part argumenter cette prescription, il ne faut pas que ce soit uniquement la gravité, et il faut surtout la réévaluer, la réviser tous les jours. Pour la durée de corticothérapie, c'est 10 jours ou jusqu'à amélioration clinique, c'est-à-dire sortie de l'hôpital. Pour l'INEA Santé, pour le rapport, les recommandations qui viennent d'être publiées, ils mettent 5 à 10 jours. Avec l'expérience, je pense que nous avons tous vu des malades, donc Covid grave. Il est exceptionnel que le malade s'améliore en 5 jours et qu'on puisse arrêter, mais c'est toujours possible si les besoins initiaux en oxygène ne sont pas élevés. On peut arrêter, donc déjà, NIH, ils disent 10 jours ou jusqu'à amélioration clinique, ça peut être un peu moins, un peu plus. Et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas de mes compétences. Il y a des patients qui passent en fibrose et pour ces patients-là, on peut être amené à prolonger la corticothérapie encore plus. Traitement anticoagulant, donc pour les patients nécessitant une oxygénothérapie, il faut prescrire un traitement anticoagulant préventif. Déjà, allaitement récent, infection évolutive et grave puisqu'ils sont sous oxygène, il n'y a pas d'indication à majorer la dose de la du traitement anticoagulant. En conclusion, chez les patients ne nécessitant pas d'oxygénothérapie, le traitement est purement symptomatique. Et encore une fois, le principal message, c'est ça, pas d'azithromycine, pas d'anticoagulation préventive. Vous avez quelqu'un qui a 25 ans, qui a une bronchite due au SARS-CoV-2, il n'y a pas de place à l'anticoagulation. Pas de débimètre, ça coûte dans les 70 dinars et dans pas mal de fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait.
mais dédimère 1500. Qu'est-ce que je fais? Le patient n'a rien, ne se plaint de rien. Est-ce que je fais un angioscan, j'expose au risque d'insuffisance rénale? Ça ne sert à rien. Les vitamines C, D et le zinc, les données sont insuffisantes. Et comme nous apprenait notre cher maître et mon cher maître, qui est une sommité en médecine, monsieur le professeur Kamel Bouraoui, il nous disait sur les 3000 médicaments disponibles sur le marché, il y a un maximum de 100, 300 qui sont utiles pour le patient. Donc, plus ou moins pour moi, c'est non. B. Vas-y. بل لا بل ب لا بعد suivant. Pour les patients sous oxygène, donc la corticothérapie, c'est la pierre angulaire du traitement. Le traitement anticoagulant préventif est indiqué. Il faut discuter l'antibiothérapie, le traitement anticoagulant curatif et le tocilizumab. L'antibiothérapie en cas d'argument de surinfection bactérienne, le traitement anticoagulant curatif, donc vous le savez mieux que moi, les indications, si on pense à une embolie pulmonaire, et donc le tocilizumab en cas d'aggravation rapide. Voici une phrase que j'ai trouvée dans ces recommandations. Donc, comme pour toute maladie, la décision de prise en charge revient au médecin et bien sûr, en prenant l'avis du patient, pas tant que ça l'avis du patient, mais bien sûr, le patient doit être impliqué dans la prise en charge. Et je finis toujours, très souvent, parce que c'est toujours valable, presque toujours valable. Donc, dans notre pratique médicale, c'est clair que presque rien n'est codifié. Pas presque rien, mais très peu de pathologies, la prise en charge est codifiée pour ces pathologies. Donc, le doute est un état mental désagréable, c'est vrai, mais la certitude est ridicule. Je finis aussi, je pense, donc il faut penser, il faut réfléchir. Les recettes, c'est pas bien. Le systématique, c'est pas bien. Merci de votre attention. Le professeur agrégé Fouad Belazrek du service des maladies infectieuses Farhat Hachet pour cette excellente présentation qui est la résultante certes des recommandations des sociétés savantes et bien évidemment de votre expertise durant plus que 14 mois en tant que clinicien, en tant qu'expert au service de maladies infectieuses pour manager cette pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Excellente présentation. Oui, monsieur. Merci, cher maître, pour cette intervention très pertinente. En qualité de médecin généraliste à Djerba, donc cette semaine, nous avons beaucoup de cas de Covid, mais ce que j'ai senti, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait pour les malades qui ne sont pas sous oxygène, c'est-à-dire dans les cabinets, nous ne devons pas ni prescrire ni des corticoïdes, ni des antibiotiques, ni de l'azéro. Donc, je ne sais pas, le malade va sortir avec toute une symptomatologie clinique, sortant avec un peu de zinc ou bien un peu de vitamine C. Et ça, c'est très important, surtout pour le contrôle. Moi, avec ma petite expérience actuelle à Djerba, je constate que le besoin des antibiotiques au début, parce qu'on ne peut pas les voir chaque jour au cabinet, donc on va les lâcher dans la nature, ils vont rentrer chez eux, et nous devons les mettre peut-être sous antibiotiques à titre pour ne pas dire préventif, mais c'est pour le signe clinique que nous sommes en train de les voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'antibiothérapie, comme je viens de vous dire, il faut réunir des arguments. Les 6-7 premiers jours, c'est clair que ce n'est pas recommandé. C'est exclusivement le virus. À partir du 7e, 8e, 10e jour, si le patient persiste fébrile, je sais que le fait d'avoir une CRP, une procalcitonine, NFS, c'est un luxe que nous avons à l'hôpital, mais ce n'est pas toujours évident dans une clinique privée parce que ça coûte de l'argent. Parfois, le patient n'a pas les moyens de faire un bilan à 150 ou à 200 dinars. Si la fièvre persiste, peut-être on peut faire même une NFS ou une CRP. S'il y a au moins un argument, on peut prescrire quelques jours d'antibiothérapie. Mais sinon, surtout pour l'azithromycine, les 7 premiers jours, c'est dit très clairement, ce n'est pas indiqué. Pour l'antibiothérapie, dans notre service, nous avons eu des malades qui sont restés fébriles 15 jours. On n'a pas prescrit d'antibiotiques.
et ils ont bien évolué. C'était uniquement le virus. Donc, je veux dire, à partir du 8e, 10e jour, si le malade persiste fébrile, si vous n'avez vraiment pas les moyens de faire des examens complémentaires, à la limite, ça peut se justifier. Mais surtout pas les 7 premiers jours. Parce que les malades nous sommes en train d'être harcelés par les malades chaque jour avec des coups de téléphone. Il y a que faire? Est-ce qu'on va les convoquer chaque jour au cabinet ou bien on va les... Moi, je ne suis pas trop livré, c'est qu'il faut être pratique aussi. Ouais. J'ai dit, à l'hôpital, nous avons ce luxe d'avoir les examens complémentaires, etc. Dans un cabinet de libre pratique, ça risque d'être difficile. À partir du 8e, 10e jour, si la fièvre persiste, si vous n'avez pas les moyens de faire la TDM ou les examens biologiques, je pense que vous pouvez prescrire un antibiotique. Ouais. Merci. Ouais. Je cède la parole à mon très cher ami, mon ami de promo, professeur agrégé Zied Mesgad, donc chef de service de médecine d'urgence. Donc, c'est Zied qui va nous parler de l'oxygénothérapie et ventilation. Pardon, c'est Zied. Donc, merci pour l'audience. Notre ami et collègue Fouad Belazreg a parlé à maintes reprises pierre angulaire, la corticothérapie. Moi, je vais changer de cap. La pierre angulaire pour traiter la COVID-19, c'est l'oxygénothérapie. Et le fait de se traiter de façon efficace, safe et rapide, golden hour, comme tous les états sceptiques ont parlé ça depuis 2003-2002 pour tout ce qui est golden hour pour les syndromes septiques. Là, on doit être pertinent, on doit être efficace, droit au but dès le préhospitalier. Et là, on doit saluer le rôle très important pour instaurer une oxygénothérapie efficace, rapide et optimale pour tout ce qui est médecin de première ligne et les services mobiles d'urgence et de réanimation. L'objectif est d'assurer une bonne oxygénation, d'optimiser le transport artériel en oxygène et une prise en charge précoce. Et là, j'ai mis en rouge oxygénation adéquate et précoce, qui sont les deux piliers pour que le traitement soit optimal, soit efficace pour rétablir un état de santé normal, pour manager le cap aigu. Donc, oxygène et ventilation aux urgences, en première ligne, ça doit être un moyen sûr, un moyen efficace, stable et maniable, bien évidemment qui doit être compatible, qui doit être relativement qui est en adhésion avec les conduites aux urgences, avec les circonstances bien particulières de la médecine d'urgence et de la médecine de première ligne. Le problème qui se pose généralement avec la COVID-19 récemment, c'est-à-dire essentiellement après la phase révolutionnaire de l'examen morphologique du scanner thoracique, c'est d'évaluer le volet thérapeutique et l'aspect scanographique. Par exemple, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, Dr Belazreg, pour la corticothérapie, on a choisi en fonction de la classification clinique, mais pour l'oxygénothérapie, c'est-à-dire en fonction du tableau clinique, de la présentation clinique des patients, mais essentiellement aussi en fonction d'un stade scanographique, de lésions scanographiques découvertes. C'est dans cette optique qu'on a instauré des moyens très simples pour surveiller tout ce qui est saturation pulsée en oxygène. Ça, il faut le dire, qui ne reflète à aucun moment le vrai challenge d'un échange gazeux, qui ne reflète à aucun moment le bon fonctionnement d'une hématose à l'échelle cellulaire, à l'échelle capillaire. C'est-à-dire on a usé de moyens simples, l'oxymètre de pouls ou un monitorage électrocardioscopique dans certaines structures, que ce soit préhospitalières ou hospitalières de première ligne.
et on a usé de moyens d'administration simples, conventionnels, usuels d'oxygène, conçus pour les gens qui sont en ventilation spontanée. Ça peut aller du lunette d'oxygène jusqu'à un masque haute concentration. Le point en commun de ces moyens conventionnels, traditionnels, entre guillemets, et classiques, que ça peut être administré pour des gens en ventilation spontanée sans détresse circulatoire, sans détresse neurologique, et qui peuvent répondre à ces moyens s'ils sont instaurés de façon rapide, précoce et efficace. Quelques données concernant ces moyens. C'est le concept sur lequel l'OMS a insisté, c'est titration au titrage de l'oxygène, c'est-à-dire pour chaque moyen conventionnel, pour chaque moyen d'oxynothérapie simple, on a dédié deux caractéristiques, la fraction inspirée en oxygène et le débit. Pour la lunette nasale, c'est une fraction inspirée en oxygène qui avoisine les 30% avec un débit qui ne doit pas dépasser les 3 à 4 litres par minute. Pour le masque simple, c'est un débit d'oxygène, c'est entre 6 à 8 litres par minute avec une FiO2, une fraction inspirée en oxygène qui avoisine les 45%. Et le masque avec réservoir ou le masque haute concentration, c'est un débit d'oxygène au-delà de 10 litres par minute avec une FiO2 qui est quand même 80%. Et là, je dois rejoindre ce qu'a dit mon collègue Fouad Belazr, que masque haute concentration, on a une montée en crescendo, comme pour tout ce qui est traitement médicamenteux, corticothérapie, antibiotiques, traitement anticoagulant. On va instaurer pour chaque palier une gamme de médicaments. On va instaurer pour chaque palier une certaine panoplie de médicaments. Là, pour chaque palier, pour chaque étape clinique, pour chaque évaluation clinique, on va essayer d'instaurer le moyen d'oxynothérapie de ventilation le plus plausible. Ceci dit, ce sont les moyens de première ligne. Hein. Ce sont les first line therapies. Donc, et on doit penser à des moyens de seconde ligne, des moyens plus invasifs pour les patients qui présentent des détresses, pour les patients qui présentent une certaine détresse circulatoire, neurologique ou une majoration de la détresse respiratoire. Quickly initiate treatment and second line therapies. Là, on doit penser, on doit instaurer en fonction du contexte clinique, de l'évolution, de l'efficience de nos moyens thérapeutiques. Et là, on va passer à un autre palier qu'on peut instaurer aussi aux urgences universitaires, en médecine de première ligne, même au cabinet médical. Donc, c'est un combat. Comme vous le savez très bien, le patient peut s'aggraver, il peut rester stable, comme il peut s'améliorer. C'est la pertinence clinique et malheureusement, comme le disent toujours les Américains, la pertinence clinique du meilleur clinicien au monde ne dépasse pas 50 à 60%. Donc 5 à 6 cas sur 10, il va être pertinent, il va être efficace. Les autres, il va passer à côté d'un diagnostic ou il va pas traiter ou il ne va pas improviser de façon optimale. Là, c'est l'évaluation clinique qui prime et certes, on s'est basé au début sur les différentes classifications, l'évolution, forme minime, modérée, sévère. Et là, j'ai voulu vous montrer ce tableau pour vous dire que c'est l'évolution d'un médecin auprès du patient ou d'une patiente qui souffre de Covid, qui peut imposer un certain traitement, qui peut imposer de majorer les moyens thérapeutiques, qui peut imposer de passer, par exemple, d'un moyen d'oxynothérapie conventionnel à un moyen plus invasif. La ventilation à la phase aiguë, ça a été démontré dès 2019 et 2020 chez les Chinois. Tous les moyens d'oxynothérapie possibles, l'intubation, les moyens conventionnels simples, non invasifs, tout ce qui est ventilation donc non invasif, CPAP ou BIPAP qu'on va voir tout à l'heure, tout ce qui est high flow et même la ventilation mécanique. Mais malheureusement, la résultante de tous les examens, de toutes les études, ont montré qu'une assistance ventilatoire a
un impact néfaste sur tout ce qui est mortalité, sur tout ce qui est les VILI, donc, et tout ce qui est la mortalité, comme vous le voyez sur le diagramme, la mortalité, toute tranche d'âge confondue, avoisine minimum 20 à 25%. Donc, notre challenge, notre objectif est d'éviter l'aggravation rapide, l'aggravation irréversible et d'opter pour d'autres moyens qui sont moins invasifs, qui ne donnent pas des complications thromboemboliques, qui vont nous éviter d'avoir des atelectasies malignes et d'avoir tout ce qui est complications infectieuses comme la pneumopathie aiguë sous ventilation mécanique avec une maniabilité des respirateurs et de la ventilation mécanique qui est assez difficile et assez délicat puisque la COVID, l'SDRA ou l'RDS, ce n'est pas comme le volet infectieux qu'on a connu auparavant où on va avoir une ventilation qui est optimale, on va avoir des récupérations d'alvéoles, mais c'est un phénomène inflammatoire qui est manifeste, qui est extensif, qui résiste de façon spectaculaire aux moyens conventionnels. Donc, notre challenge, notre objectif est limiter l'assistance respiratoire et ceci via des moyens qui étaient étiquetés en 2020 et 2021. La suivante, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, une étude française qui a essayé de tout résumer, d'arrêter de parler de ventilation mécanique et de parler de ventilation non invasive. Essentiellement, tout ce qui est ventilation non invasive, c'est la CPAP ou la BIPAP ou tout ce qui est high flow. Ceci dit, il ne faut jamais oublier le rôle capital, le rôle majeur de la position du décubitus ventral qui va essayer de recruter plusieurs alvéoles, qui va essayer d'optimiser la course diaphragmatique et d'éviter l'extension des phénomènes inflammatoires. Là, comme vous le savez très bien, on est dans le cadre des patients qui sont graves d'emblée ou qui se sont aggravés aux urgences ou dans un service de soins intensifs ou dans un service de médecine. Les nébulisations ne sont pas conçues selon toutes les recommandations, sauf pour les formes qui sont vraiment spastiques, puisqu'il y a une aérosolisation qui est majeure, il y a un risque de transmission qui est immense. Donc, high flow, comme vous le savez très bien, donc une oxynothérapie à haut débit pour essayer d'avoir le maximum d'alvéoles entre guillemets viables pour essayer de retarder le passage à une ventilation invasive ou à une ventilation assistée si le patient il est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détresse respiratoire, qu'il n'y a pas de majoration de signes respiratoires. Le high flow date les études depuis 2015 pour tout ce qui est insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. Et ça a été démontré depuis 2015 que l'instauration, et là j'insiste sur le mot, précoce d'une ventilation adéquate, bien ciblée, précoce, va limiter la morbimortalité et va limiter l'intubation comparativement entre tout ce qui est assistance ventilatoire, ventilation spontanée et high flow, instauré au même moment pour des catégories de patients qui sont identiques. Le high flow est de loin meilleur en termes de morbimortalité. Donc, c'est un outil majeur qui va nous permettre de pallier le cap aigu. La ventilation non invasive, CPAP avec la pression expiratoire positive, qui va permettre de décongestionner, de garder des plages alvéolaires homogènes, d'avoir des plages alvéolaires libres et d'optimiser l'hématose. Ceci dit, c'est le vif du sujet, c'est la pierre angulaire pour manager au niveau respiratoire la COVID-19. La ventilation non invasive dans sa forme plus avancée avec le BiPAP, B-level, 2 niveaux, en adjonction pour la ventilation spontanée et la pression expiratoire positive, l'aide inspiratoire qui va mettre au repos les muscles respiratoires accessoires
optimiser le travail respiratoire via la régulation de la course diaphragmatique. Il va essayer de mobiliser un certain volume non mobilisable d'emblée qui est la capacité résiduelle fonctionnelle. Et ceci va nous faire gagner en temps et en espace en termes de débit de perfusion au niveau des poumons. Plusieurs moyens pour instaurer une BiPAP, le masque full face, helmet total face. Pendant la pandémie Covid, on a utilisé tous ces moyens. Et l'utilisation dépend de l'expertise de chaque équipe pour instaurer une bonne ventilation non invasive. La première règle, c'est d'avoir une certaine expertise auprès de chaque équipe. La pierre angulaire de l'oxynothérapie, de la ventilation non invasive, c'est la pression expiratoire positive, quelle que soit la forme dans laquelle se présente le patient, un sujet maigre sans musculature ou un sujet obèse qui est essoufflé ou en détresse respiratoire. Le plus important est d'instaurer un moyen d'oxynothérapie avec une pression expiratoire positive afin d'optimiser la course et d'optimiser la respiration. Donc, la CPAP et la BiPAP sont meilleures en instaurant l'APEP que le high flow pour les patients qui sont graves, bien évidemment. Mais l'avantage du high flow, si on va l'instaurer de façon rapide, adéquate, qu'il va nous faire éviter une certaine aggravation et d'éviter l'intubation. La résultante de toutes les études, pas d'évidence pour tout ce qui est ventilation non invasive. Ils ont essayé de faire extrapoler ce tableau sur les tableaux antérieurs de tout ce qui est décompensation aiguë, exacerbation de BPCO, les décompensations hypercapniques ou hypoxémiantes, et ils ont essayé d'extrapoler ce tableau malgré que la présentation clinique et l'aspect anatomopathologique de COVID est très différent via sa composante inflammatoire très extensive. Les francophones ont essayé d'instaurer Chartflow, ici, un petit algorithme qui va essayer de manager le patient. À chaque étape, vous allez voir, il va vous dire il faut réévaluer. Il faut réévaluer. On peut intervenir dès la première heure, on peut intervenir après 2 heures, après 4 heures, après 4 à 5 jours. L'aggravation clinique, les formes respiratoires graves peuvent paraître d'emblée comme au bout de quelques heures. Le challenge du clinicien est de détecter et d'instaurer un moyen optimal, un moyen efficace au moment opportun. Pour retenir quelques messages, la VNI ne veut pas dire, une insuffisance respiratoire aiguë ne veut pas dire ventilation non invasive d'emblée. Hein. Il y a une autre alternative thérapeutique de cynothérapie qui est le high flow. Mais ne pas instaurer une ventilation non invasive au moment opportun peut nous conduire vers l'assistance respiratoire avec ses complications néfastes. Là, vous avez une balance qui est un peu étrange. Hein. Une balance. Donc, je rejoins Dr. Fouad Belazrek, c'est la pertinence clinique du médecin. C'est au cas par cas. Pour manager la détresse respiratoire, c'est au cas par cas. Et là, je suppose que la quasi-totalité de mes collègues de première ligne, et notamment les médecins de libre pratique de la ville de Sousse, ont eu plusieurs cas similaires, des gens qui sont d'emblée graves, mais des gens qui vont s'aggraver par la suite, ou des gens qui sont graves, ils vont se stabiliser par la suite et sortir après quelques jours de l'hôpital. Ceci dit, on ne doit jamais oublier notre chaîne de survie. Covid ne veut pas dire uniquement poumon. Il y a un retentissement cérébral, le neuro-Covid. Il y a un retentissement au niveau du transport artériel d'oxygène. Il y a une cascade, il y a un orage de catécholaminergique au niveau du corps avec plusieurs syndromes coronariens, plusieurs myocardites virales qui sont méchantes. Mais manager le cap aigu, optimiser le transport artériel en oxygène, adapter une bonne oxygénothérapie de façon rapide et efficace va nous faire éviter ces complications irréversibles. Merci pour votre attention. Merci, Sigid. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Non.
Merci, Dr Zied, pour cette présentation et pour tout ce que vous faites, vous et votre équipe, tout ce que vous avez fait durant cette pandémie. Juste une remarque, c'est que jusqu'à maintenant, alors que les chiffres des patients hospitalisés, il est réduit, jusqu'à maintenant, on voit au niveau des urgences qu'on renvoie des patients qui nécessitent de l'oxygène à domicile pour qu'ils soient, dès le début, dès le 6e jour, 8e jour, d'être pris en charge en ambulatoire, ce qui n'est pas leur place. Normalement, ce qui devrait être fait, c'est que le patient il est hospitalisé, il est pris en charge, l'orage passe, et après, on prend les patients qui sont stabilisés et qui nécessitent des débits qui, normalement, devraient rester stables. Ce qu'on peut tolérer lorsqu'on n'a plus de place, la médecine de guerre, accepter des patients qu'on voit à domicile s'aggraver sans la possibilité de les transférer à temps dans des centres où ils pourraient recevoir des débits au-delà de 10 litres, ce n'est pas normal que ça se passe jusqu'à maintenant au niveau de nos urgences, comme si la maison du patient, c'est un hôpital, c'est une salle d'urgence, c'est une salle de réanimation. Ça, on ne pourrait pas l'accepter. Vos remarques sur ce point-là. Merci, Dr Sahnoun, pour votre remarque pertinente. Je vais essayer de faire un mélange étrange entre les deux conférences, moi et Fouet, en termes de gravité. Il y a des patients, comme vous le dites, qui ne sont pas graves du tout. On va faire le diagnostic, on va essayer de faire un screening clinique, on va essayer de voir tout ce qui détresse, d'étiqueter une certaine détresse. Et généralement, je vous donne les chiffres de nos urgences, les statistiques, au-delà de 90% des Covid+, qui consultent aux urgences, sont hospitalisés. D'ailleurs, les urgences, je vous donne un chiffre, 3e à l'échelle nationale en termes d'hospitalisation au sein de l'hôpital ou dans d'autres hôpitaux. Ce qui n'est pas normal, c'est de détecter une certaine détresse, une certaine anomalie et de renvoyer le patient. Comme vous le dites, par exemple, et dans ce cadre, c'est l'action Covidom qui était faite pour essayer de désengorger l'hôpital après 7, 8, 9 jours des patients qui sont déjà hospitalisés pour les acheminer chez eux avec une certaine assistance respiratoire, avec un concentrateur de 3, 4, 5 litres en fonction du contexte. Mais renvoyer un patient qui est Covid+, qui présente une certaine anomalie, sans le faire passer à travers le circuit hospitalier classique, n'est pas recommandé du tout et il faut arrêter ça, d'autant plus que le nombre des gens hospitalisés a diminué, je vous donne à l'hôpital Farhat Hachet, a diminué de 60%. Donc, il y a des lits d'oxygène vides. Le problème réside toujours dans tout ce qui est lits de soins intensifs, les lits de réanimation. Mais normalement, tous les patients, d'autant plus que si ce patient a été déjà vu par un confrère ou une consoeur. Déjà, il a étiqueté, il a épinglé une certaine anomalie, il a détecté une certaine détresse. Donc, et là, on voyait vers une structure, je vais dire là, sanitaire, que ce soit privé ou étatique, Donc, il faut impérativement l'hospitaliser pour faire le minimum d'investigation. Merci, Cézied. Nous passons la parole à Madame Imen Karbouri qui va nous parler du syndrome prolongé de la COVID-19. Merci, Habib. Après avoir vu le cap aigu qui a été bien managé par nos chers confrères urgentistes et infectiologues, donc par la suite, et ça ne marche pas. Une fois les patients ont été sauvés du cap aigu, donc on sait très bien, et avec notre expertise actuelle, qu'il y a beaucoup de syndromes prolongés de la COVID qui peuvent persister plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc, juste au fil des 700 dernières années, le monde a été face à plusieurs épidémies. Et donc, ces pandémies ou épidémies ont fait beaucoup de ravages sur le plan humain et économique. Donc, le coronavirus, pour l'instant,
a fait aussi des milliers et des millions de décès dans le monde et on souffre encore. Et donc, juste pour voir les syndromes après le cas aigu, je vais, dans cette présentation, après une définition exacte du syndrome prolongé ou du long Covid, voir les symptômes cliniques présentés, les principaux mécanismes physiopathologiques qui sont à l'origine de ces syndromes prolongés, quelles sont les anomalies biologiques existantes, les anomalies fonctionnelles respiratoires et scanographiques, et comment on peut prendre en charge ces syndromes prolongés. En effet, si on veut introduire, on sait très bien que le long Covid, le Covid-19 a fait, c'est une maladie d'expression polymorphe qui a fait beaucoup de présentations cliniques dont la gravité est très connue. Malgré la fin de la première vague épidémique en mai 2020, beaucoup de patients ont vu persister des symptômes et plus que 20% ont vu des symptômes qui se prolongent au-delà de 5 semaines. Et même après 3 mois de l'épisode aigu, plus que 10% ont des symptômes persistants. Et donc, pour la terminologie exacte, plusieurs études ont été faites et plusieurs descriptions du long Covid. On parle de 12 jours, de 4 semaines, de 12 mois, etc. Et en fait, ça touche plusieurs organes. Pour cela, les premières recommandations qui ont été posées, c'était des recommandations anglaises, les Guidelines NICE du National Institute for Health and Care Excellence, où c'est des recommandations entre les Scotlandais et les Britanniques, où la terminologie du long Covid a été bien individualisée. On parle d'acute Covid, le Covid aigu qui dure jusqu'à 4 semaines, les symptômes persistants du Covid, quand les symptômes en rapport avec la maladie durent entre 14 et 12 semaines, et pour le post-Covid syndrome ou le long Covid, quand les symptômes après l'infection Covid durent plus que 12 semaines et ne sont pas expliqués par un autre diagnostic alternatif. Et donc, en juillet 2021, on a des recommandations nationales qui ont été validées par l'INEAS et mises à jour en juillet 2021, où la définition du Covid long est tout état pathologique d'un patient qui garde après une infection Covid aiguë se prolongeant au-delà de 4 semaines et sans autre diagnostic différentiel. Ça inclut le Covid évolutif et le post-Covid. Donc, pour faire des symptômes prolongés du Covid, c'est une implication de plusieurs paramètres. On est face à un patient qui, d'un certain âge, qui présente certaines comorbidités, qui est infecté avec une charge virale importante ou pas. On a une atteinte viscérale unique ou multiple, avec des réactions immunitaires plus ou moins importantes, des complications qui peuvent toucher plusieurs organes, aussi l'isolement, le stress, en plus des thérapeutiques qui peuvent être très prolongés. Et donc, il y a plusieurs interactions pour aboutir à des symptômes prolongés du Covid. Quels sont les patients qui peuvent développer ce long Covid ou ces symptômes prolongés? Donc, c'était aussi un sujet de controverse parce que dans cette cohorte prospective faite entre les Anglais et les Américains, incluant 4185 utilisateurs d'une application, le Covid Symptom Syndrome, on a conclu que les patients qui font le Covid prolongé, c'est essentiellement des femmes qui sont obèses et ayant développé au moins 5 symptômes pendant la phase aiguë. Pour les Allemands, pour ce pneumologue allemand qui suit des patients convalescents qui ont été hospitalisés ou non pour infection Covid en milieu de réanimation ou traités en ambulatoire, la conclusion de ces non-études qu'il n'existe aucun profil particulier pour le Covid long. Mais si on résume selon les différentes méta-analyses, on voit que pour les femmes, pour les patients qui gardent un syndrome prolongé du Covid, s'il s'agit surtout de femmes quand elles sont âgées
entre 40 et 50 ans, le risque est double et ceci est expliqué qu'en préménopause, les femmes sont à plus de risque de faire des maladies auto-immunes, donc la réaction immunitaire est plus importante. Pour au-delà de 60 ans, pas de différence entre les hommes et les femmes à faire des syndromes prolongés du Covid. Quand la forme initiale était grave d'emblée, quand il y a atteinte d'un organe et surtout des facteurs génétiques. La principale protéine qui entraîne la lésion du coronavirus sur les récepteurs à l'angiotensine 2, c'est la protéine spike. Et cette protéine spike, actuellement, fait beaucoup de modifications génétiques et donc à cette modification, il y a l'apparition de syndrome prolongé du Covid. Donc, ces symptômes, les symptômes cliniques du Covid, on a maintenant à peu près 215 symptômes identifiés cliniquement. Ils sont invalidants et peuvent fluctuer dans le temps. Mais les principales plaintes des patients, c'est essentiellement la fatigue qui est trouvée dans 93% des cas. Il y a aussi suivi de la dyspnée, suivi des douleurs thoraciques, suivi de la fatigue musculaire, suivi aussi de la dépression, de l'anxiété. Il y a aussi les palpitations, les douleurs abdominales, la recrudescence de la fièvre et le rage cutané sont les symptômes qui ont été décrits. Il y a aussi l'anosmie qui a été parmi les symptômes très déclarés par les patients ayant un Covid prolongé. Et donc, ces symptômes durent jusqu'à même 8 mois. Dans cette étude qui a inclus des patients suédois, plus que 8000, qui ont eu une sérologie tous les 4 mois, on trouve que les patients qui développent des anticorps contre le SARS-CoV-2 sont les patients qui gardent des symptômes plus prolongés pouvant durer jusqu'à 8 mois. Et ces symptômes ont un impact très important sur la vie professionnelle, sociale et même familiale. Donc, le Covid, les symptômes persistants du Covid sont très gênants. Et donc, ces symptômes sont essentiellement quels sont les mécanismes physiopathologiques? Pour comprendre ces mécanismes, il faudra comprendre qu'au niveau de l'alvéole pulmonaire, le fait d'avoir des pneumocytes qui sont très liés par des jonctions très serrées et aussi un endothélium qui contient des liaisons très importantes, le fait d'avoir un coronavirus par sa liaison au récepteur à l'angiotensine 2 au niveau des pneumocytes type 2, il va y avoir une altération de l'étanchéité de l'alvéole, il va y avoir des cytokines et des lésions endothéliales par des chimiokines très agressifs au niveau de l'épithélium alvéolaire et vasculaire, et ceci à l'origine des manifestations respiratoires. Et donc, ces mécanismes physiopathologiques du long Covid sont expliqués par la persistance virale, par la présence d'une réponse immunitaire hyperactive et prolongée, par une anomalie de l'endothélium vasculaire, une dysfonction du métabolisme cellulaire, la présence de taux anticorps, par une dysfonction neurologique qui touche le système nerveux autonome, végétatif, les fibres nerveuses sensitives et motrices, et aussi il y a des lésions organiques très importantes et une nouvelle théorie qui vient d'être discutée dans des études, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Il y a une mastocytose très importante au niveau du Covid-19 et donc il y a une libération d'histamine très importante qui explique certaines manifestations telles que la toux, surtout sèche et rebelle, et d'où le rôle de certains antihistaminiques qui sont de plus en plus discutés dans ce Covid. Pour les marqueurs biologiques persistants dans le Covid long, on trouve des dédimères qui sont élevés, la CRP élevée, la ferritémie, les pro-BNP qui sont élevés, qui restent élevés plus que dans 20% des cas. Sur le plan fonctionnel, respiratoire et scanographique, les lésions scanographiques, les lésions pulmonaires au scanner sont similaires à d'autres infections virales telles que le H1N1 et H7N9. Pourquoi ces lésions importantes? Parce que le SARS-CoV-2 présente des différences dans la structure en acides aminés. Cette pathogénicité importante fait que les lésions scanographiques sont très importantes et très durables dans le temps. Et donc,
dans les différentes méta-analyses chinoises où on a eu les premiers cas de coronavirus, on trouve que les patients gardent même à 3 mois et à 6 mois des anomalies scanographiques dans plus que la moitié des cas et des anomalies fonctionnelles respiratoires. Il y a juste dans une étude où on avait une résolution complète des lésions scanographiques, alors que les patients ont présenté quand même des désaturations au test de marche 6 minutes. Donc, dans cette étude, on a suivi des patients à 3 mois, des patients COVID-19 qui ont été hospitalisés. Malgré que le scanner initial était normal au début de l'infection, 25% parmi ces patients ont présenté d'anomalies scanographiques à 3 mois. Donc, les anomalies touchent plus qu'un lobe, c'est souvent une atteinte des 2 poumons et les localisations, c'est surtout les lobes inférieurs et il y a surtout le crazy paving, le verre dépoli et les lésions de fibrose dont on redoute le plus. Donc, les anomalies scanographiques sont d'autant plus importantes à la phase aiguë. Au 7e, 10e jour, on fait souvent, comme le montre cette image d'un patient qui a été hospitalisé, qui a été traité pour une toux dans le cadre d'une infection COVID-19. Vers le 7e du jour, on a la condensation, le crazy paving qui se constitue. Et donc là, le rôle des antibiotiques, de la corticothérapie, surtout si les patients sont hypoxiques. Puis, il y a la résolution du symptôme du verre dépoli pour avoir un nettoyage radiologique qui peut durer, qui peut se faire à 3 mois et même à 6 mois. Et donc, sur le plan fonctionnel respiratoire, dans les différentes analyses, on trouve qu'il y a une atteinte de la DLCO plus marquée, même si on a des spirométries, des plétismographies qui sont normales, il y a surtout une atteinte de l'échangeur pulmonaire et donc de la diffusion du monoxyde de carbone. Souvent, les anomalies scanographiques persistent si la forme était sévère d'emblée et que le délai d'incubation était lent, et la DLCO est basse. Quand on a une DLCO basse, il y a souvent des anomalies biologiques associées. Pour la perfusion et pour la coagulabilité, on a souvent dans le long Covid, dans le Covid, une augmentation de la coagulabilité, des thromboses, des angions scanners qui manquent à visualiser des microthrombes. Là, c'est le rôle de l'imagerie de perfusion. L'idéal, c'est de faire une scintigraphie de perfusion-ventilation pour détecter les microthromboses, surtout si on a des désaturations non expliquées. Et donc, de plus en plus en Allemagne, il y a une étude récente qui parle d'un IRM injecté au xénon 129. Dans cette étude, malgré chez les 40 patients qui avaient une désaturation non expliquée, donc malgré un scanner normal, des examens spirométriques normaux, on a fait l'IRM qui est injecté au xénon marqué et qui trouve des anomalies de la diffusion d'oxygène au niveau de l'endothélium vasculaire, mais c'est une étude en cours de réalisation. Pour la prise en charge des symptômes, il faut éliminer bien sûr les causes, les situations d'urgence dont on connaît, l'embolie, l'IDM, les myocardites, etc. Rechercher les complications et les conséquences, puis on va prendre en charge les syndromes. Pour la dyspnée, le temps passe vite et je suis obligée de faire un peu vite. Il faut évaluer la dyspnée selon l'échelle MMRC, évaluer la cinétique de la dyspnée. Bien sûr, après avoir éliminé les causes urgentes d'anémie, l'insuffisance cardiaque, l'embolie pulmonaire, là, il faudra chercher un avis spécialisé. Quand est-ce que, si tout l'examen est normal, on va faire le test de Nijmegen qui cherche un syndrome d'hyperventilation attribué à cette dyspnée. Donc, c'est un score qui est téléchargeable sur Internet. Et donc, si la saturation si de ce score, on a un score supérieur à 23 sur 64, on peut dire que cette dyspnée est attribuée à une angoisse, à une hyperventilation. Et donc là, on peut proposer une rééducation et de l'apnée respiratoire pour améliorer la ventilation. Quand est-ce qu'on adresse le patient à un pneumologue devant une dyspnée, si on a une saturation inférieure à 96%, s'il y a aussi une aggravation si on a aussi une désaturation
inexpliquée à l'effort, si on a une aggravation de la dyspnée, si on connaît très bien de la dyspnée, et si on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire, une étude de la diffusion du monoxyde de carbone et un test de marche 6 minutes, là où on adresse le patient au pneumologue. Quand est-ce qu'on réfère le patient à un cardiologue devant une dyspnée? Si tout l'examen, toute l'exploration respiratoire faite par un pneumologue est normale, si le patient a des antécédents cardiovasculaires connus, si la tension est élevée, grade 2 ou 3, s'il y a déjà des atteintes du Covid telles qu'une myocardite, un syndrome coronarien aigu, s'il a des troubles du rythme récents trouvés à l'ECG, et en cas d'association de la dyspnée à des lipothémies, à des palpitations, avec une élévation des pro-BNP, là, devant dyspnée, et l'un de ces facteurs, il faut adresser le patient au cardiologue. Et donc, le traitement repose essentiellement pour la dyspnée sur la corticothérapie inhalée, qui est de plus en plus proposée dans des études, et donc ça a été validé surtout dans des essais. Donc, surtout si le patient présente des antécédents respiratoires connus d'asthme et de PPCO, le bédosini, c'est la molécule de référence administrée. L'oxygénothérapie est administrée selon les indications retrouvées dans les recommandations. La réhabilitation respiratoire avec la rééducation, la kiné pour le syndrome d'hyperventilation. Il n'y a pas d'intérêt à mettre en place une corticothérapie par voie systémique pour une dyspnée isolée, ni d'antifibrosants pulmonaires qui sont encore d'essai. Pour la toux, c'est la principale plainte, et donc la toux, elle est présente dans 14%, elle n'est pas corrélée à la gravité initiale du Covid. Si la toux vient 4 à 12 semaines, il faudra, bien sûr, quel que soit le délai de la toux, éliminer une cause médicamenteuse cardiaque, un reflux, etc., une origine d'une comorbidité. Si la toux vient entre 4 et 12 semaines après le Covid, s'il s'agit d'une toux post-virale suite à l'hyperactivité bronchique, pas d'antibiotiques surtout, pas de prescription aberrante d'antibiotiques. On peut donner un antitussif, un antihistaminique et ou un bronchodilatateur de courte durée d'action. Au-delà de 12 semaines, il faudra faire le bilan de toux chronique, une plethysmographie avec réversibilité et même un scanner thoracique pour chercher une pneumopathie infiltrante diffuse avec un petit bilan immunologique. Pour le neuropsychologique, il est lent. Et donc, est-ce que c'est une origine neurologique ou psychologique? Les deux peuvent être intriqués. C'est la fréquence des manifestations neurobiologiques, elle est de l'ordre de 38%. Il n'y a pas de corrélation entre la forme respiratoire et la forme neurologique. Les formes neuropsychiques peuvent précéder même les formes respiratoires. Et donc, il n'y a même pas de corrélation entre les symptômes somatiques et la dépression, anxiété. C'est souvent entre le 10-14e jour des troubles de la mémoire. Au-delà de 20 jours, ça peut être après les troubles respiratoires. On peut trouver des troubles neuropsychologiques tels que confusion, syndrome exécutif sévère, des fluctuations attentionnelles, des troubles du langage. Tout ceci est expliqué par l'orage, par l'inflammation, l'orage cytokinique, l'expression importante de l'enzyme de conversion à l'angiotensine. Il y a aussi un analogue qui est de la sérotonine qui sont à l'origine de tous ces troubles-là. Donc, la première phase, c'est écouter, examiner, puis donner en troisième intention le spécialiste en face à des céphalées, on donne des antalgiques, des thérapies physiques. Si les céphalées secondaires sont, il faut faire une exploration par imagerie. Devant des troubles cognitifs de fatigue mentale, il faudra faire le Montréal cognitif assessment, c'est aussi un test téléchargeable sur Internet. Si le score est inférieur à 26, là, il faudra quand même faire une imagerie, un bilan et même neuropsychologique, NEEG. Et bien sûr, s'il est normal, il faudrait évaluer l'anxiété et la dépression. Bien sûr, et pour les myalgies, les paresthésies, toujours évaluation de la douleur et selon le stade, donner soit un OMG, soit traiter la douleur. Pour les manifestations neurovégétatives, c'est la même chose. Pour les troubles du sommeil, faire une polygraphie. Donc, je vais juste parler des complications cardiaques, des douleurs thoraciques. Les douleurs thoraciques, en premier lieu, peuvent être d'origine non cardiovasculaire, mais avant tout, ça peut être des douleurs elles représentent 16%. Ça peut être des douleurs pariétales, des douleurs viscérales non cardiologiques, telles que des douleurs digestives, des douleurs pulmonaires. On a toujours la hantise, c'est de passer à côté d'une myocardite, d'une péricardite,
et donc qui nécessite une prise en charge spécialisée. Donc, pour la myocardite, il faudra faire quand même un bilan systématique biologique, faire rechercher une élévation de la troponine, de la CRP. Le TT peut être normal. Le diagnostic de confirmation, c'est l'IRM et le traitement, souvent le repos, les bêta-bloquants et les ARA2. Pour la péricardite, c'est essentiellement un diagnostic aussi cardiologique. Souvent, le traitement repose sur le repos, les anti-inflammatoires. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a aussi l'asthénie, la fatigue, et donc dans la prise en charge nécessite surtout, après une évaluation des scores, surtout une prise en charge syndromique. Et je vais juste passer rapidement. Donc, le traitement repose essentiellement sur les traitements symptomatiques, sur l'information du patient, du médecin traitant, sur la rééducation, sur essentiellement la prise en charge psychologique. Jusqu'à nos jours, je vais finir par cette plaque. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore résolues parce que l'épidémiologie des symptômes prolongés n'est pas encore très nette. Les délais sont encore courts. La prévalence, les facteurs de risque, les liens avec le Covid sont. Les mécanismes physiopathologiques aussi ne sont pas très bien détaillés. Il y a surtout un impact sur la qualité de vie et l'approche thérapeutique reste jusqu'à nos jours une approche symptomatique et psychologique essentiellement. Voilà, toutes ces informations peuvent être téléchargeables sur le site de l'OMS aussi et il faudra toujours garder les mesures préventives pour éviter au maximum d'avoir une forme grave et des syndromes prolongés. Merci, Madame Ahmed. Vu qu'on est en retard, il n'y a pas de questions. Nous cédons la parole à M. Bruno Pavi, qui va nous parler de la réadaptation en période de Covid. À vous la parole, M. Bruno. Bonjour. Bonjour. Attendez, je partage l'écran. J'ai deux écrans. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Vous voyez la diapo. Donc, je vais commencer. Donc, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité donc, à parler de la réadaptation cardiaque pendant cette pandémie qui n'en finit pas. Alors, voilà. Donc, bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors, le coronavirus, vous connaissez, on en a beaucoup parlé. Donc, en France, c'est arrivé à peu près au mois de février ou mars 2020. Il y a eu un confinement total qui s'est terminé le 11 mai. Et ensuite, ça a marqué le pas. Puis, comme vous savez, ça s'est réactivé en septembre, et puis en novembre et en février. Et puis, ça reste préoccupant puisqu'on a une nouvelle vague qui est en train, visiblement, de se stabiliser du fait des nouveaux variants. Alors, bien sûr, tout cela a perturbé le programme d'activité hospitalier et en particulier la réadaptation cardiaque. Alors, très vite, vous voyez, le 8 avril 2020, il y a eu des recommandations ou des propositions plutôt européennes par l'EAPC, donc qui est le groupe de réadaptation, disons, européen, qui a montré que d'une part, la pandémie va stimuler l'innovation pour les programmes alternatifs, en particulier à domicile, qui ne sont pas forcément très utilisés actuellement, en tout cas en Europe. Mais d'un autre côté, il est urgent d'atténuer l'impact de la pandémie sur l'activité de réadaptation. En fait, il y a eu suivant les endroits, l'activité a été soit totalement stoppée ou en partie diminuée. Et donc, il y a eu des fermetures de services, il y a eu de redéploiement de personnel, bon, du fait de la situation. Et donc, avec un risque de fermeture parfois définitive, c'était en tout cas ce qui était dit. Développer bien sûr des programmes de téléréadaptation, donc c'est des programmes alternatifs à domicile, et puis apporter un soutien psychosocial. On a parlé bien sûr de cette maladie, donc que ce soit pour les patients Covid ou non, et n'accueillir, quand le centre est opérationnel, que des patients asymptomatiques avec des tests négatifs, cela dès le début, hein, puisque dès qu'on a eu les tests, bien sûr, pour éviter bien sûr l'éclosion des clusters intra-hospitaliers. Donc d'utiliser bien sûr les masques, les gestes barrières,
privilégier tout ce qui était individuel ou non présentiel, donc par exemple des activités en vidéo, et faire de l'entraînement supervisé, soit en individuel, ce qui est difficile, ou en distancié. Voilà, ce qu'on va voir, voilà, il faut 2 mètres entre les patients, ce qui est compliqué également. Alors, le GERS, qui est le groupe de réadaptation de la société française, a des propositions un peu plus tard, vous voyez, 11 propositions qui se ressemblent bien sûr. Donc, d'abord, faire une évaluation bénéfice-risque. Est-ce que la réadaptation a un grand bénéfice par rapport au risque éventuellement d'avoir cette maladie? Ensuite, reprendre les programmes interrompus, ce qui est très compliqué. Bien obligé, sélectionner les patients en attente. Toute l'activité hospitalière ou médicale d'ailleurs en général a été profondément stoppée brutalement, et donc il y a eu des retards à la fois de diagnostic, d'examen et de réadaptation bien évidemment, et il est très difficile de reprendre les patients par la suite. Anticiper donc le dépistage du Covid-19, on l'a vu, on fait le test avant d'arriver. Adapter les conditions d'accueil, bon, comme partout, on a dû adapter, il faut filtrer à l'entrée, etc. Les conditions d'hospitalisation, donc tout ce qui était bien sûr convivial, tout ce qui était collectif a pratiquement disparu. Reprendre les programmes en hôpital de jour, ou les programmes, disons, ambulatoires, ce qui est très compliqué également. Donc toujours les mesures de distanciation, les recommandations françaises, mais je pense internationales, c'est 4 mètres carrés pour faire une activité, par exemple, de gymnastique. Assurer la protection des patients, bien sûr, avec les masques et l'éducation. Les soignants, bien évidemment, et puis, par exemple, des programmes d'éducation thérapeutique, donc, qui peuvent être adaptés aux mesures de distanciation. Alors, on a dû s'y faire, donc au départ, c'était un petit peu compliqué, et puis on s'y habitue bien, mais on espère bien que ça va s'arrêter un jour. Alors, il y a eu un consensus, comme vous voyez ici, dans 12 pays européens, donc avec 28 experts qui ont été, auxquels on a proposé un questionnaire de 150 items à partir de ces 6 questions, donc sur la prescription de la réadaptation, le délai, les différentes composantes du programme, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il faut des modifications de structure, donc de l'endroit, du processus, et puis est-ce qu'il y a éventuellement des indicateurs de qualité? Alors, à chaque question, on devait répondre soit je ne sais pas, donc voilà, au milieu, 0, on est tout à fait d'accord, on est à 5, on est partiellement d'accord, on est à 2,5, ou alors on est totalement en désaccord ou partiellement en désaccord. Et avec cela, donc, on a obtenu un consensus, vous voyez, pour 58 items, donc à peu près 40% des questions. Alors, un consensus, soit en accord, soit en désaccord avec ce qui était proposé. Alors, voilà les résultats de ce consensus, disons, de cette proposition. Donc, sur la prescription de la réadaptation cardiaque, donc, poursuite de la prescription chez les patients Covid-, ou guéris éventuellement du Covid, bien sûr, pour les indications majeures, donc les indications habituelles, on va dire, le syndrome coronaire aigu ou chronique, la chirurgie coronaire ou valvulaire, l'insuffisance cardiaque, la greffe et les assistances ventriculaires. Prescription pour les patients Covid+, avec complications cardiaques. Pour ces patients, il faut un délai, bien sûr après la phase aiguë virale. Donc là, le délai n'est pas précisé, c'est minimum 1 mois et parfois plus. Les composantes de la réadaptation, ce sont les composantes habituelles, traditionnelles, avec en plus une éducation sur le Covid, ou la Covid comme on dit, avec les gestes barrières, etc. Pour les patients Covid+, on préconise donc de la VO2, du renforcement musculaire et une prise en charge psychosociale. Bon, on a vu que c'était très important chez ces patients et que ça pouvait durer longtemps. Les modifications structurelles, alors soit des secteurs dédiés Covid au sein d'un centre ou d'un hôpital, ce qui s'est passé un petit peu de façon improvisée. Donc, soit on a un secteur Covid, soit on est un secteur non Covid, et bien sûr, on les sépare complètement. Protection, bien sûr, des soignants et des patients donc, dans les secteurs Covid, et pas de contact, bien sûr, avec les autres patients ou les familles. Modification des processus, pour privilégier tout ce qui est à distance, et en particulier à la téléréadaptation. Pas de consensus sur les indicateurs de qualité, c'est un petit peu difficile actuellement. Alors en France,
Donc, il y a eu donc, le premier confinement, donc au mois de mars. L'épidémie est arrivée donc par le nord, l'est surtout, avec quelques clusters un peu ailleurs. Et les vagues suivantes, ça s'est mélangé un petit peu. Il y a eu beaucoup de- enfin, des clusters qui ont été dans le sud-est. Et puis là, la dernière vague là, récente, là, cet été, a pris tout le sud et la côte, c'est-à-dire sur les régions où il y a eu une transhumance de vacances. Et voilà. Alors, c'est peut-être un peu difficile à voir dans chaque région parce que c'est assez di- différencié euh, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, c'était très, très variable. Alors, nous, on travaille ici, hein, dans les Pays de la Loire, ici, en dessous de Nantes. Donc là, on était très protégés. La première vague, on était quasi, enfin, ici, tout l'ouest a été assez protégé. Donc nous, on n'a rien eu jusqu'en fin octobre. Bon, bien sûr, avec toutes les précautions. Et puis, en une semaine, on a eu un médecin du service donc, qui était fébrile parce que de retour de congé, c'était les vacances de la Toussaint. Donc au troisième jour, dès qu'il est revenu, donc c'était par un enfant. Donc il était fébrile. Et simultanément, un patient était fébrile également le même jour, alors qu'il avait été testé 72 heures plus tôt, avant son entrée. Donc il est testé, il est positif. Et donc on a fait un testing systématique des patients et des soignants du service. Et comme vous voyez, ça a été assez radical. Il y a eu 16 patients positifs, en tout cas biologiquement, et dont 8 symptomatiques, et 5 soignants, dont 4 symptomatiques. Donc, résultat, fermeture du service pendant une semaine, et puis après, reprise progressive et bien sûr, prise en charge des patients. Bon, tous les patients positifs sont retournés à domicile, il n'y a eu aucune forme grave, c'était que des formes très bénignes en fait. Et voilà, ce qui montre qu'il y a beaucoup de formes bénignes, heureusement. Alors, comment on protège les patients et les soignants? Bon, ça vous le savez tout autant que moi, je pense qu'il n'y a pas de choses, de scoop actuellement. Pour faire les VO2, donc les patients ont le masque classique auquel on rajoute un filtre. Alors beaucoup l'utilisent, nous on l'utilise maintenant à toutes les VO2. Donc c'est pratiquement impossible d'avoir une diffusion à la fois dans la pièce et dans l'appareil. Sinon, on fait des tests d'effort simples avec un masque pour les patients. Alors, bon, parfois on l'enlève quand c'est vraiment insupportable. Il faut bien aérer la pièce, bien évidemment. Par contre, les soignants ont au minimum un masque. Pour les tests d'effort, ils ont un masque FFP2. Ils ont également une visière et puis éventuellement une charlotte, mais ça, ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est au minimum, donc masque et visière, et ce sont là des masques FFP2 parce qu'il y a un risque, bon, éventuellement, sauf s'il y a une VO2. Mais globalement, pour cet examen, les soignants ont un masque FFP2. Également, pour l'entraînement à l'effort, donc quand ils ont les vélos et les cyclo-ergomètres ou les tapis, et que les patients sont devant eux, donc à ce moment-là, ils ont également un masque FFP2. Sinon, dans le service ou pour toutes les autres prises en charge, ils ont un masque classique. Alors voilà, des distanciations là pour faire de la gymnastique, par exemple, voilà, c'est 4 mètres carrés, hein, donc 2 mètres de chaque côté. Pour marcher, bon, théoriquement, c'est 5 mètres, mais en fait, c'est quasiment impossible. Bon, et on essaie de dire aux patients de ne pas se mettre trop près et de garder bien sûr les distances. Et puis voilà, les 4 mètres carrés, donc tout ce qui est statique. Bon, le vélo, ça, on ne fait pas de vélo ici à l'extérieur en tout cas. Le footing, bon, théoriquement, c'est 10 mètres. Bon, ça, c'est extrêmement difficile. Bon, bien sûr, tous les gestes classiques, hein, éviter tout contact corporel, les gestes barrières, bien sûr, les sachats, et rien de collectif, hein, pas alors, plus de douche, plus de vestiaire, etc. Pour l'éducation thérapeutique, là, vous avez par exemple une salle avec donc des tables qui sont séparées, ce qui permet, donc avec tous les gens ont des masques, ce qui permet, alors au début c'était un peu compliqué, on s'est dit on va pas y arriver, puis en fait on y arrive, donc c'est pas très convivial, mais on y arrive, et puis là maintenant on est habitué. Voilà, donc en conclusion, on peut dire qu'il est nécessaire de maintenir l'activité pour les patients cardiaques, soit il faut bien sûr dépister le Covid avant l'admission, et tester, même si les patients sont vaccinés, parce que là, actuellement,
Beaucoup sont vaccinés, mais on les teste quand même car on sait qu'il y a beaucoup de patients actuellement vaccinés qui sont tout de même positifs, bien qu'ils aient peu de formes symptomatiques. Limiter bien sûr les contacts et limiter bien sûr le nombre d'admissions. Là, nous avons un service de 30 lits et nous travaillons à 25 lits. Pas tellement pour le problème du service, mais pour le problème des salles d'entraînement où là, on est obligé de faire la distanciation et on ne peut pas non plus mélanger les patients, donc c'est très compliqué. Donc, admettre des patients qui ont fait une Covid, oui, à distance bien sûr de la phase aiguë et s'il y a eu des complications cardiaques. Là, nous, on a maintenant des patients qui arrivent, qui ont fait un Covid auparavant et qui ont fait soit par exemple un syndrome coronaire aigu dans les suites, quelques semaines après. Bon, est-ce qu'il y a un rapport? Ça, on n'est pas tellement certain. Donc, bien sûr, là, on les prend et bon, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Enfin, il est souhaitable de développer la téléréadaptation. Et effectivement, donc on fait des réunions à distance, enfin, ceux qui peuvent, bien sûr, avec des visios. Il y a eu des tutoriels sur Internet, donc des tutoriels d'entraînement, des mouvements gymnastiques, des entraînements. Donc, c'est certains centres qui ont fait ça, donc ils sont accessibles. Et puis, la réadaptation à domicile, en direct ou en différé. Là, ça se fait pour l'instant en expérimental en France, avec une expérimentation qui est en cours, enfin qui va débuter, auquel on va participer d'ailleurs. Il y a 8 centres. Et là, on va donc prendre les patients traditionnellement donc, dans le service, enfin en ambulatoire ou pas. On commence la réadaptation sur quelques séances. Si le patient, bien sûr, est à faible risque, hein, c'est limité au syndrome coronaire aigu non compliqué, avec un test d'effort qui ne montre pas de complications. Et à ce moment-là, on leur fournit ou pas un vélo à domicile et par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée. Donc, eux, ils vont se brancher et nous, on regardera ce qu'ils font. Nous, on le fera en différé. Donc, on regardera ce qu'ils ont fait dans la journée et savoir si tout se passe bien, avec bien sûr des éléments de sécurité les maximum. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur la réadaptation en temps de Covid qui, malheureusement, continue. Je vous remercie. Merci, M. Biclot. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Si il n'y a pas de questions, nous passons maintenant la parole à Dr Ayman qui va nous parler de la particularité du patient cardiovasculaire. Vous avez 10 minutes à Kawan. Merci, Sir Habib. Donc, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour m'avoir confié cette conférence. Donc, je sais que je me tiens entre vous et la pause café, donc je vais essayer d'être rapide, de focaliser sur tout ce qui est les messages clés. Donc, je vais vous parler aujourd'hui donc rapidement du Covid et du post-Covid et des particularités du patient cardiovasculaire. Donc, comme vous le savez tous, on est encore en pleine pandémie. C'est une pandémie qui se prolonge. Les chiffres mondiaux sont alarmants, avec plus que 218 millions de cas enregistrés, avec une mortalité qui n'est pas banale à 2,1%. Donc, maintenant, il y a plus que 18 millions de cas actifs ce jour, dont 0,6% en état critique. En Tunisie, le bilan il est relativement plus lourd, avec plus que 600 000 cas comptabilisés, avec une mortalité à 3,5%. Et la dernière vague a été dévastatrice,
Et c'est les chiffres tout récents de juillet 2021. Et on a frôlé une incidence journalière de plus que 800 cas par jour, avec une incidence cumulée à 45 000 cas. C'est les chiffres de Sousse. Et donc, ce qui est connu, je ne vous apporte rien de nouveau, le risque cardiovasculaire et le pronostic du Covid-19 sont proportionnellement liés. Chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, un antécédent d'AVC, une hypertension artérielle, le diabète, la maladie rénale, c'est les patients qui sont plus à risque de faire des formes sévères de Covid-19 et c'est les patients qui décèdent le plus selon cette méta-analyse. Et ceci, et si on regarde la physiopathologie, c'est un schéma assez dense, mais je vais le faciliter. Il y a deux grandes cibles du Covid qui sont au cœur de la maladie cardiovasculaire. Les deux grandes cibles sont la cellule endothéliale et les péricytes. Les péricytes, c'est les cellules qui se trouvent à la porte de la microcirculation. Et donc, le virus va interagir sur ces deux cibles. Il va causer donc les dégâts que vous savez tous, la dysfonction microvasculaire et la dysfonction endothéliale, qui vont décompenser tout malade cardiovasculaire qui déjà souffre de ces deux, qui déjà a la physiopathologie de la maladie cardiovasculaire. Au cours de cette physiopathologie, il y a la dysfonction microvasculaire et la dysfonction endothéliale. À ceci s'ajoute bien sûr donc le cytokine storm, donc la cascade inflammatoire, et ce qui va déstabiliser les plaques d'athérome, la myocardite par effet direct du virus qui a été peu détecté, mais surtout par des effets indirects du virus, qui va donc décompenser toute maladie cardiovasculaire stable, va causer de l'arythmie et qui va décompenser une insuffisance cardiaque. Et donc, pour être plus simple, aux effets du virus sur le cœur directement par des dégâts cellulaires, sur les cellules donc responsables de la conduction électrique, sur la fonction respiratoire et l'inflammation et la tempête cytokinique, ce qui va causer donc la myocardite fulminante, l'hypoxie due à l'atteinte respiratoire, la rupture de plaques, l'hypercoagulabilité, ce qui va causer finalement l'arythmie et les syndromes coronariens aigus. Et donc, d'autre part, toute manifestation cardiovasculaire chez un patient COVID, c'est un marqueur de très mauvais pronostic. Dès que le patient commence à augmenter sa CRP, ses troponines, ses dédimères, dès qu'il y a des modifications à l'ECG ou il y a des anomalies détectées à l'échocardiographie, là, on sait que c'est un patient qui est à très haut risque de mortalité. Et à ceci s'ajoute donc la mise en évidence des micro-infarctus, si j'ose dire, qu'on a détectés sur cette étude histologique. Et donc, ceci peut expliquer aussi, donc, même si le patient survit et ne fait pas donc, une déstabilisation de plaques, et ne fait pas un syndrome coronarien aigu, il y a donc la lésion myocardique qui est due à l'embolisation et la micro-embolisation de microthrombie. Et donc, ceci aussi a été vérifié en IRM. Comme vous voyez, donc, les patients COVID-19+, hospitalisés ou chez eux, ont été détectés avec plus de fibrose, d'inflammation et d'œdème à l'IRM. Et enfin, comme on l'a tous remarqué, à tous ces dégâts donc, directs du virus s'ajoutent donc le confinement et les dispositifs et le protocole sanitaire, ce qui a fait diminuer les patients qui consultent pour syndrome coronarien aigu, les patients donc programmés pour implantation de dispositifs intracardiaques, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et ce qui a fait augmenter en contrepartie les arrêts cardiaques à domicile et la mortalité extra-hospitalière. Donc, quel traitement existe? Il y a 3 catégories de traitements, mais on a essayé de viser le virus directement, on a essayé de donner des anti-inflammatoires et des immunomodulateurs, et on a essayé de traiter les complications, comme les anticoagulants pour traiter la complication thrombotique. Et je commence rapidement par les traitements qui ne marchent pas, qui sont efficaces, et là c'est pour insister sur les messages
qui ont été déjà dits, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'aspirine en prévention primaire, le lopinavir, ritonavir, etc. Le plasma de patients convalescents et la colchicine n'ont pas prouvé de bénéfice chez cette catégorie de patients. Quels traitements qui sont efficaces? C'est l'anticoagulation. Donc, on a déjà dès le début remarqué sur les cohortes aux États-Unis que les patients anticoagulés avaient une mortalité et donc une incidence d'intubation qui était beaucoup plus faible que les patients qui n'étaient pas anticoagulés. Et ceci aussi a été remarqué dans cette cohorte allemande, où on a remarqué que les patients déjà sous antivitamine K et sous anticoagulants oraux directs donc, avaient moins de mortalité toute cause que le reste des patients. Et donc, l'anticoagulation chez les patients est indiquée. Chez quelle catégorie de patients? Bien sûr, pas pour le patient stable. Chez lui, là, on va essayer d'anticoaguler seulement selon le risque d'événements thrombotiques. Mais dès que le patient est admis à l'hôpital, donc s'il a donc, une indication à l'anticoagulation, là, la recommandation, c'est d'arrêter l'anticoagulation orale et de la changer par l'héparine à bas poids moléculaire et de la reprendre après sortie de l'hôpital. Et sinon, ce sera donc une anticoagulation préventive chez les patients à très haut risque. Pour le traitement anti-inflammatoire, la dexaméthasone pour les patients qui nécessitent une oxygénothérapie et pour les patients qui nécessitent une ventilation mécanique invasive. C'est ces deux catégories de patients où le bénéfice de ce traitement a été prouvé. La question qu'on a toujours posée aux cardiologues dès le début de cette pandémie, les ARA2, les IEC, est-ce qu'ils sont bénéfiques? Est-ce qu'ils augmentent la vulnérabilité au SARS-CoV-2? Comme vous le savez tous, ce virus s'implante sur le récepteur ACE2. Et donc, est-ce qu'il y a une interférence? Eh bien, les datas nous disent qu'il n'y en a pas. Ceci est une cohorte donc, italienne qui n'a pas prouvé de forme plus sévère chez les patients déjà sous ARA2 ou IEC. Une autre étude américaine, je crois, sur 12 500 patients confirme aussi et va dans le même sens. Et la même cohorte allemande dont j'ai parlé précédemment. Donc, comme vous voyez, les patients déjà sous IEC et ARA2 ne font pas plus d'événements de mortalité que les autres patients. Donc, quelle stratégie de prévention aux complications cardiovasculaires? Le patient cardiovasculaire qui vient pour COVID-19, il faut majorer les traitements de prévention secondaire. Si mon patient est déjà sous antiagrégants plaquettaires, que ce soit aspigique ou clopidogrel ou bien ticagrelor, il faut garder les antiagrégants s'ils sont indiqués en prévention secondaire. Les statines à forte dose, même si on trouve des statines à faible dose, c'est le moment de majorer. Et je vous dirai après pourquoi. Les bêta-bloquants, il faut les garder parce que ça diminue. Comme vous avez vu, les événements rythmiques augmentent avec la COVID-19 et les bêta-bloquants, c'est un traitement protecteur. Et il ne faut pas arrêter les antagonistes du système rénine-angiotensine, que ce soit des ARA2 ou des IEC. Il faut les garder. Il faut poursuivre le traitement antithrombotique chez un patient qui a eu une revascularisation en angioplastie récente, ça va de soi, et l'anticoagulation plus, c'est cette catégorie de patients. Pour la prise en charge des syndromes qu'on a aigus, la prise en charge a été légèrement modifiée parce qu'il y a une diminution du personnel soignant, vu le confinement, les congés maladie, etc. Il y a un risque accru de contamination parce que c'est des actes invasifs qui durent, on est à côté du patient, donc ça augmente le risque de contamination. Et en contrepartie, il y a une augmentation des délais de prise en charge qui va retentir sur le pronostic des patients. Alors, comme solution, c'était d'avoir donc l'indication plus large à la thrombolyse chez les patients qui se présentent pour ST+, et de réserver l'acte invasif
quand il y a un échec ou une contre-indication, bien sûr, à la thrombolyse, et de réserver aussi l'intervention urgente en cas de non-stémie à très haut risque. Pour le post-Covid, je ne vais pas m'attarder, ma collègue Imen en a largement parlé. Je vais m'intéresser surtout aux manifestations cardiovasculaires. La définition, on vous l'a déjà dit. Donc, les symptômes les plus fréquents, c'était la fatigue, la dyspnée, douleur thoracique et surtout les palpitations. Et je crois que nos collègues de libre pratique ont beaucoup remarqué ces plaintes chez les patients en post-Covid. Et quelle implication cardiovasculaire du post-Covid? Donc, on a ce syndrome, le postural orthostatique tachycardia syndrome. C'est défini avec d'une augmentation de la fréquence cardiaque à 30 battements par minute, 10 minutes après la position debout ou après modification de la position de la tête. Et c'est la physiopathologie impliquée, c'est l'atteinte, donc l'hyperadrénergisme et l'atteinte des récepteurs alpha et l'interaction et l'altération du système parasympathique. Le post-Covid, ce n'est pas une maladie banale, ça augmente le risque d'événements cardiovasculaires et de cardiomyopathie. Ceci a été noté dans ces études américaines et anglaises. Il y a des manifestations à l'écho. On peut retrouver de l'épanchement péricardique, de la dysfonction ventriculaire droite et donc une HTAP chronique. Et les échanges gazeux à l'effort sont aussi altérés. À l'IRM, on peut retrouver des lésions de myocardite, des lésions d'infarctus, comme on l'a remarqué dans le Covid-19, pas le post-Covid, et des lésions d'ischémie myocardique dues à l'hypoxie et les séquelles d'hypoxie. Donc, le post-Covid ou le Covid lent, c'est un problème de santé publique avec un impact socio-économique. Il y a le syndrome de Potts qui est une manifestation commune et reste mal comprise, qui reste mal comprise. Les séquelles cardiovasculaires recensées, telles que la myocardite, la dysfonction du ventricule droit, l'infarctus, l'hypericardite, peuvent être vues même à 6 mois de l'infection. Et ce qui est gênant pour le médecin, c'est la dissociation entre les symptômes et l'absence de résultats objectifs. Donc, lorsqu'on fait l'exploration, ça reste un défi pour le médecin. Les complications de l'inflammation chronique et la dysfonction endothéliale sont les principaux mécanismes qui expliquent ce post-Covid et les manifestations cardiovasculaires. Et donc, la conduite, c'est toujours d'augmenter et d'être plus agressif dans la prévention secondaire des facteurs de risque cardiovasculaires. Rapidement, je termine par notre expérience à Sousse. Donc, de septembre 2020 à mai 2021, dans 3 services de cardiologie, d'infectieuse et de pneumologie, on a hospitalisé à peu près, c'est une estimation, 1050 patients. L'âge moyen était à 60 ans, une mortalité à 5,1%, avec un passage en réanimation. Le 5e à peu près du patient est passé en réanimation. Les facteurs de risque présents, c'était surtout l'HTA et le diabète. Et on a recensé surtout la myocardite, les troubles du rythme et les troubles de la conduction. Et je vous expose aussi notre expérience lors de la dernière vague, lorsqu'on a été submergé. Le Covidom nous a permis de désengorger un peu nos hôpitaux, avec plus que 60 patients gérés à domicile, une moyenne d'âge de 62 ans, des besoins en oxygène inférieurs à 10 litres. On a fait des visites de 3 en moyenne par patient, et on a des patients qui ont nécessité même 9 visites, avec une bonne évolution. On a eu que 2 retours au service hospitalier pour une aggravation. Donc, en conclusion, le Covid, c'est une maladie cardiovasculaire aiguë. Elle décompense et aggrave les patients à haut risque cardiovasculaire. Elle a aussi des séquelles chroniques d'ordre cardiovasculaire. Les traitements qui ont prouvé leur effet sur les critères durs, c'est l'anticoagulation, les corticoïdes, c'est l'oxygénothérapie. Mon ami Fouad vous a parlé du tocilizumab, et aussi la sérothérapie par EGEN-COV2, qui a été récemment découverte. La modification agressive des facteurs de risque cardiovasculaire et la conduite à adopter chez les patients à haut risque, et la vaccination, car mieux vaut prévenir que guérir. Et je vous remercie. Merci, Ayman. Est-ce qu'il y a des questions?
Donc, j'ai une question concernant les malades qui ne sont pas à risque cardiovasculaire, qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires, qui ont un faible risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il faut les mettre systématiquement sous traitement anticoagulant lorsqu'ils sont atteints de Covid ou non? Donc, pour répondre à votre question, les patients à faible risque cardiovasculaire, la mise ou non du patient sous traitement anticoagulant, elle dépend surtout du risque thrombotique. Donc, généralement, c'est des patients, s'il est à faible risque cardiovasculaire, c'est qu'il est à faible risque thrombotique. Le risque thrombotique, il dépend d'événements cardiovasculaires déjà précédents, d'antécédents d'insuffisance cardiaque congestive, de maladies vasculaires déjà diagnostiquées, de diabète, d'HTA. Ce n'est pas le patient duquel vous parlez. Si ce n'est pas ce patient dans lequel vous êtes en train de parler, il ne faut pas anticoaguler si la forme de Covid n'est pas sévère. Hein. Donc, nous remercions toute l'assistance. Fait une pause café, puis on revient. Merci, docteur Bruno. Allez, au revoir, à la prochaine.